Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wassalamu ala khair al-mursalin. Monsieur le directeur, merci pour votre aimable invitation. Mesdames, Messieurs, merci pour votre présence. Donc, le propos va porter sur l'exil et le retour du sultan Sidi Mohammed bin Youssef. La période concernée, c'est 1953-1955. Les débuts des années 50 ont représenté un tournant majeur dans l'évolution du Maroc contemporain, avec notamment l'exil en Corse puis à Madagascar du sultan Sidi Mohammed bin Youssef. Avant d'évoquer, c'est une manie chez les historiens, on ne parle qu'après avoir présenté le contexte du propos que l'on veut tenir. Donc, avant d'évoquer ce fait déterminant dans l'histoire du Maroc, il conviendrait de remonter quelque peu en amont et de rappeler brièvement le contexte des bouleversements générés par la Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945. De manière globale, il y aurait lieu de rappeler que la scène internationale d'après-guerre avait été principalement marquée par, d'un côté, le relatif déclin des grandes puissances démocratiques européennes et, d'autre part, le renforcement de la position des États-Unis d'Amérique. Dans le camp communiste, c'est l'Union soviétique qui s'est imposée sous la poigne de Joseph Staline, successeur de Lénine. Elle sera suivie par la Chine populaire en 1949. Dans les colonies et les protectorats, en Afrique et en Asie, ont prévalu les aspirations à l'indépendance et les luttes qu'il a fallu mener pour y parvenir. Secouer le joug colonial, Ner Siameri, signifiait à terme une relative remise en cause de l'exploitation des ressources qu'ont tirées les puissances coloniales, notamment la Grande-Bretagne, la France, l'Espagne, le Portugal et la Belgique. Toutefois, un néocolonialisme n'a pas tardé à se mettre en place et là, afin d'assurer la poursuite de l'exploitation des ressources humaines et naturelles des anciens protectorats et colonies dans le cadre de divers accords de coopération ou d'aide au développement des pays dits à l'époque tiers-monde. Autre facteur de complication de ces pays, en Afrique en particulier, les conflits qui n'allaient pas tarder à éclater entre États anciens et nouveaux. Les discordes portaient essentiellement sur les tracés de leurs frontières. De toute évidence, c'était là l'une des principales causes d'affaiblissement de ce continent sur la scène internationale. S'y sont ajoutées des guerres civiles comme celle des années noires en Algérie, ainsi que du Biafra en Nigeria, de l'Ogaden en Somalie et du Congo ex-belge, où la province du Katanga a essayé de faire sécession sous la conduite de Moïse Tshombe. Le roi Mohamed V avait envoyé sur place un contingent des forces armées royales sous la direction du général Kteni. Et c'était dans le cadre de l'ONU. En Europe occidentale, ce qu'on appelait les casques bleus, ce qu'on appelle toujours, je crois, les casques bleus. En Europe occidentale et méditerranéenne, l'un des principaux résultats structurels du processus allant au contraire dans le sens de l'unité dans l'après-1945 fut la prise de conscience de son relatif déclin, du déclin de l'Europe occidentale. Français, Allemands, Belges et Italiens, puis Espagnols et Portugais, devinrent de plus en plus attentifs à la nécessité de dépasser leurs antagonismes d'antan, du passé, donc, et d'œuvrer dans un sens unitaire. Ils ont ainsi commencé par la réduction, puis la levée de des barrières douanières. Une parenthèse s'impose ici pour situer le contexte en amont en Europe occidentale et les guerres qui ont opposé Français et Allemands. En 1914, le Maroc était impliqué d'une manière ou d'une autre. En 1914, la tension croissante entre l'Allemagne et la France, et d'ailleurs le Maroc était l'un des enjeux, avec, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'envoi par les Allemands d'un croiseur de guerre à Agadir et menaçant de s'emparer d'Agadir en représailles de l'intervention des troupes françaises à Fès. Donc, en 1914, la tension croissante entre l'Allemagne et la France a abouti en septembre de la même année à une conflagration qui est devenue mondiale en raison de l'alliance d'une part entre la France, l'Angleterre et la Russie tsariste, et d'autre part l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Turquie. Les colonies et les protectorats ont été entraînés dans ce conflit. Ce fut le cas du Maroc, protectorat français depuis 1912, mars 1912, avec une zone
concédé à l'Espagne sous la pression des Anglais qui ne voulaient pas avoir les Français juste en face du rocher de Gibraltar, alors que les Français étaient déjà en Algérie et en Tunisie. La dynamique démocratique et unitaire en Europe occidentale ne réduisait quasiment en rien le ferme attachement des puissances coloniales à leurs possessions, comme on disait à l'époque, possessions d'outre-mer, telles que l'Algérie, le Congo ex-belge, l'Angola et le Mozambique. Cette fermeté incluait le Maroc avec les zones occupées respectivement par les Français, les Espagnols au nord et au sud, et la zone de Tanger dotée d'un statut international, et où la contrebande était extrêmement active. La contribution et les sacrifices des colonies et des protectorats en ressources humaines et matérielles à l'effort de guerre des Alliés dans la Deuxième Guerre mondiale avaient pourtant été déterminantes face à la machine de guerre nazie. S'agissant plus particulièrement du Maroc, même le général de Gaulle, symbole de la résistance à Hitler, faisait dire à son commissaire aux affaires étrangères, René Massigli, que le mot, je le cite, le mot « indépendance » doit disparaître des bouches et des cœurs des Marocains. Fin de citation. Et ce, en dépit, encore une fois, de leur contribution à la libération de la France. Leurs troupes ont été d'ailleurs les premières à libérer Marseille et à avoir, en Italie, défoncé les fortifications d'une ligne de fortification donc allemande qui était réputée imprenable, c'est la ligne Gustave, devant laquelle les Alliés avaient échoué malgré les assauts répétés des troupes du Commonwealth, notamment les Néo-Zélandais et les Australiens. C'est dans ce contexte que le général de Gaulle a fait le roi Mohamed V compagnon de la libération en 1946, titre décerné à peu de chefs d'État ou de premiers ministres, notamment celui de Grande-Bretagne, Winston Churchill. Le sultan avait rencontré Churchill à Casablanca en janvier 1943, en même temps que le président américain Franklin Delano Roosevelt. Celui-ci avait promis à cette occasion au souverain chérifien, je le cite, l'aide économique des États-Unis au Maroc indépendant, alors qu'il était encore sous protectorat français. Churchill avait alors manifesté par des grognements son désaccord, d'autant plus qu'on l'avait privé de fumer et privé également de sa boisson favorite. Vous devinez laquelle. Donc, désaccord de Churchill face à une promesse qui ne pouvait que déplaire à son allié, le général de Gaulle, chef du Comité national de libération. Celui-ci rejetait toute perspective d'indépendance des colonies et protectorats. Dans son esprit, c'était avec les ressources humaines et matérielles de son empire colonial que passait le relèvement de la France. Il allait d'ailleurs s'attacher à doter son pays de l'arme atomique dans cette perspective de grandeur de la France. Des essais nucléaires ont été réalisés à cet effet dans le Grand Sud algérien. Le recours du général à la répression des mouvements nationalistes maghrébins et l'éloignement de leurs leaders ou leur mise en résidence surveillée, c'est le cas de Al El-Fassi et de Mohamed Ben Hassan Ouazzani, allait dans le sens de la restauration de ce qu'il appelait la grandeur de la France, mise à mal par la défaite et l'humiliation de juin 1940 et l'occupation du territoire français par les troupes allemandes. Il convient de rappeler que le mouvement nationaliste marocain avait commencé à se radicaliser au milieu des années 30, dans le contexte du marasme et de la crise qu'ont connu les années 30 du fait de la crise de 1929 qui n'a touché le Maroc vers 1932 ou 1933. Au départ, les demandes du mouvement national se limitaient à la revendication de l'amélioration socio-économique dans le cadre du régime du protectorat institué en 1912. Le sultan Sidi Mohamed Ben Youssef, proclamé en 1927, a symbolisé l'aspiration à l'indépendance et mené de front la lutte pour la concrétiser. En novembre 1942, le souverain a reçu au palais royal de Rabat le général américain Patton, juste après le débarquement des troupes qu'il commandait sur le littoral atlantique marocain, Kénitra, Mohammedia, Casablanca et Safi. De son côté, et face à ce qu'il considérait comme une invasion anglo-saxonne, le résident général Charles Noguès avait demandé au sultan de se replier sur Fès. En signe d'indépendance, le sultan lui avait opposé un refus catégorique. Le général de Gaulle, chef du comité français de libération nationale, s'était élevé depuis Alger contre ce qu'il appelait
un débarquement par effraction, une invasion par effraction, dans un territoire faisant partie de l'Empire colonial français. Il a d'ailleurs obligé Noguès à démissionner de ses fonctions, à se réfugier au Portugal, parce que dans un premier temps, Noguès avait manifesté sa loyauté envers le maréchal Pétain comme chef légitime de l'État français et ancien héros de la bataille de Verdun, 1917. En janvier 1944, le sultan a avalisé de facto le manifeste de l'Istiqlal, lui donnant une consécration officielle qui ne pouvait qu'en accentuer la portée sur les plans intérieurs et international. 3 années plus tard, en 1947, et malgré l'hostilité des grands caïds et des pachas qui profitaient du régime colonial pour se comporter en véritables féodaux, le sultan a exprimé sa volonté d'indépendance dans le discours qu'il a prononcé dans la cité du Détroit. Il y a fait référence à la Ligue arabe et montré par là même ses prédispositions à l'égard du monde arabe et musulman. Cette prise de position avait une résonance particulière dans tous les milieux qui n'oubliaient pas les tentatives de division symbolisées par le Daïr du 16 mai 1930, soustrayant les régions berbérophones au Shra, et les protestations qui s'en étaient suivies avaient été symbolisées, encore une fois, comme je crois l'avoir déjà dit, du latif dans les mosquées. Le sultan a refusé ultérieurement de signer, dans les début des années 50, les projets de Daïr que lui présentait la résidence générale pour instituer un régime anachronique de souveraineté, qui était, encore une fois, une régression, un recul par rapport au régime de simple entre guillemets, protectorat. En procédant comme il le faisait, le général Alphonse Juin et son successeur et continuateur de sa politique, le général Augustin Guillaume, tous deux ayant des antécédents coloniaux en Algérie et ailleurs, cherchaient donc à briser la ténacité du sultan et par des menaces de déposition. Donc la réaction, ça a été la résistance, une résistance armée. Cette résistance est symbolisée, entre autres, par la bombe placée au marché central de Casablanca. C'était l'un des événements majeurs. Il en était de même, encore une fois, du déraillement du train Casablanca-Oujda. Du côté français, il faut mentionner les attentats terroristes perpétrés par les extrémistes de l'organisation fasciste Présence française. À Casablanca, il y a eu l'assassinat de l'industriel, comme je crois l'avoir dit encore une fois, le Maigre Dubreuil. Au nombre des résistants marocains figurent notamment, à titre d'exemple, Zarqsouni, Diouri, Alal Ben Abdallah, Hummal Ftouaki, et des femmes qui sont tombées victimes de la répression lors des manifestations de rue ou qui donnaient refuge à des résistants fidaïns, comme on disait à l'époque, pourchassés par des légionnaires et la police. Les femmes étaient pourchassées aussi parce qu'elles transportaient des armes sous leur haïk ou leur djellaba, le djellaba étant un signe d'aspiration à l'égalité avec les hommes. Une anthropologue américaine, spécialiste des études féminines, ayant séjourné à Tanger, Alison Baker, a rendu un bel hommage à ces femmes dans un ouvrage intitulé « Voices of Resistance, Oral Histories of Moroccan Women », publié en 1998 à New York. L'accueil du souverain arabe s'est fait dans un enthousiasme indescriptible. Des délégations des villes et des tribus affluèrent de toutes parts. De nombreux journalistes étrangers et correspondants de grandes agences de presse couvrirent cet événement. L'Italien Attilio Gaudio, journaliste et anthropologue, familier du Maroc depuis 1947, récipiendaire du huitième du grand officier de l'ordre alaouite, était l'un d'entre eux. Il a défendu la marocanité du Sahara. Il a publié un ouvrage à cet effet intitulé « Le dossier du Sahara occidental ». Il est l'auteur d'un autre ouvrage intitulé « Le Maroc saharien ». Parmi les libéraux français figure aussi l'écrivain François Mauriac. Il a plaidé la cause marocaine sur les colonnes du Figaro. Certains journalistes
européens ont insisté dans le reportage sur la présence de femmes venues en masse accueillir les sultans. Ces femmes les ont impressionnés par leur nombre et leur strident you-you, assortis de vivas poussés à l'adresse du sultan et du prince héritier Moulay Hassan. Il y a lieu de rappeler la dimension féminine de la résistance. La princesse Lalla Aïcha en a été le symbole. Le discours que, sans voile, elle a prononcé à Tanger en 1947 était significatif de la volonté de libération de la femme et de l'égalité de droits animant le souverain. N'oublions pas qu'en Occident, et en France en particulier, les femmes qui ont pris part à la révolution de 1989 et 1948 n'ont accédé à cette égalité qu'en 1947. Donc ces événements et faits demeurent indélébiles dans la mémoire collective des Marocains. Ils sont devenus à la longue partie intégrante de leur identité, aussi bien en milieu urbain qu'à la campagne. À l'époque, 3 ou 4 relais ont joué un rôle essentiel dans la circulation de l'information. Il s'agit en premier lieu des souks hebdomadaires de chaque douar ou groupe de douars. Toutes sortes de nouvelles et de rumeurs y circulaient. Donc, c'est globalement ce que j'avais à vous dire à propos de manière très succincte à propos de l'exil de Sidi Mohamed bin Youssef et de son retour triomphal.